Bonjour, dans cet exercice, on va essayer d'exprimer le champ créé par un solénoïde et d'en déduire celui créé par un solénoïde de longueur infinie. Pour ce faire, on va choisir un solénoïde de longueur L comportant un spire de rayon R et qui sont parcourus par un courant d'intensité I. On vous demande donc de chercher l'expression de champ magnétique à un point M situant sur l'axe OZ. Dans un premier pas, on vous demande de chercher l'expression de champ magnétique élémentaire créée par une tranche de longueur dz et qui va se comporter comme une bobine plate comportant n des z spires. Avec le petit n, c'est le nombre de spires par unité de longueur. Dans un deuxième pas, on va en déduire l'expression de champ magnétique total et on va évaluer par la suite le cas d'un solénoïde de longueur infinie. Donc avant de commencer l'exercice, je vais vous rappeler les expressions de champ magnétique créé par une spire circulaire ainsi que celui créé par une bobine plate. Alors comme on a montré ça dans l'exercice précédent, le champ créé par une spire circulaire il est donné par l'expression suivante, mu 0 i sur 2r sinus alpha à la puissance 3 suivant l'axe EZ. Pour une bobine plate, il suffit de multiplier le champ d'une spire par le nombre de spires n. Maintenant, je vais essayer de chercher le champ élémentaire créé par un élément de longueur dz de solénoïde. En effet, comme j'ai déjà signalé dans l'introduction de l'exercice, une tranche de longueur dz, il va se comporter toujours comme une bobine plate. Pourquoi? Parce que le dz, je peux toujours le considérer comme étant très inférieur au rayon R. Donc, je suis déjà dans l'hypothèse des bobines plates. Alors, je vais essayer de faire une analogie entre l'expression de champ créé par une bobine plate et celui que je vais obtenir pour l'élément dz. Pour une bobine plate comportant n spires, le champ magnétique il est donné par cette expression n mu 0 i sur 2r sinus alpha à la puissance 3 ez. Alors, pour l'élément dz, le nombre de spires dn en effet est égal à n dz, comme c'est déjà signalé dans l'énoncé de l'exercice. Et on peut retrouver cette expression tout simplement en utilisant la règle de 3. Pour une bobine de longueur L comportant un spire, je peux dire qu'une longueur dz va comporter des spires avec dn en appliquant la règle de 3 est égal à n sur L dz. n sur 3, c'est exactement le nombre n qu'on appelle ici le nombre de spires par unité de longueur. Maintenant, je peux facilement exprimer le champ élémentaire dB en remplaçant le n par dn. J'obtiens donc dB qui est égal à n dz mu 0i sur 2r sinus alpha à la puissance 3 suivant l'axe EZ. Dans la suite, je vais essayer d'exprimer dB en fonction de alpha, ce qui veut dire que je dois remplacer dz par une expression de d alpha. Je peux remarquer donc que déjà la tangente de alpha à partir de la figure est égale à cette distance que je peux appeler, donc est égale à la distance R, le rayon R, sur cette distance que je peux appeler D. Donc tangente alpha est égale à R sur D. Avec D, vous pouvez l'en déduire à partir de schéma, est égal à quoi? Donc, est égal à Zm moins Z. Égale donc à R sur Zm moins Z. Le Zm, c'est une constante parce qu'il fixe la position de M, alors que Z, c'est une variable. Il change lorsque vous déplacez le dz le long de solénoïde.
Maintenant, je vais essayer de chercher le différentiel. Donc, je peux écrire en premier Zm moins Z est égal à R sur tangente alpha. Et je peux en déduire que le différentiel de la quantité Zm moins Z doit être égal à R, le différentiel de la quantité 1 sur tangente alpha. Alors, le différentiel de la quantité Zm moins Z est égal exactement à moins d de Z, alors que le différentiel de la quantité 1 sur tangente alpha, on va essayer de chercher ça, est égal à moins. Donc je vais dériver la tangente là, donc ça va donner d alpha sur cosinus alpha au carré, donc sur le carré de la fonction tangente alpha au carré. Vous faites une simple simplification et vous aurez moins d alpha sur sinus alpha au carré. Maintenant, je peux dire que moins dz ou bien plus dz est égal à plus d alpha sur sinus alpha au carré. Et voilà, on est arrivé à exprimer dz en fonction de d alpha. L'expression de db devient donc n d alpha sur sinus alpha au carré, mu 0 i sur 2r. Pardon, je viens d'oublier un r là. Fois sinus alpha à la puissance 3, et tout ça suivant l'axe dz. Des petites simplifications et vous aurez n mu 0 i sur 2 sinus alpha d alpha. Bien sûr, suivant l'axe EZ toujours. Et voilà, finalement, donc mon expression de dB s'écrit n mu 0 i sur 2 sinus alpha d alpha suivant l'axe dz. Passons maintenant à chercher l'expression de champ total créé par le solénoïde. Je précise que je suis dans le cas d'un point qui est situé à droite de solénoïde. Comme vous le connaissez déjà, le champ total peut s'obtenir en intégrant l'expression de champ élémentaire sur l'intégralité de solénoïde, en variant la variable alpha entre les angles limites qui repèrent les faces limites de solénoïde. J'obtiens donc B égale intégrale n mu 0 i sur 2 sin alpha d alpha entre alpha 1 et alpha 2. Ce qui donne n mu 0 i sur 2 comme constante. La primitive de la fonction sinus, c'est le moins cosinus, ce qui donne finalement n mu 0 i sur 2 cos alpha 1 moins cos alpha 2. Je peux remarquer que puisque alpha 1 dans notre situation il est inférieur à alpha 2, que la quantité cosinus alpha 1 moins cosinus alpha 2 est positif parce que la fonction cosinus est une fonction décroissante, ce qui donne que l'intensité de champ B est déjà dans cette situation positive. Et ceci signifie que le champ total B il est dans le sens positif de Z. Ceci il est en accord parfait avec le sens qu'on obtient par l'utilisation de la règle de turbo-champ par exemple. Et vous pouvez le vérifier vous-même.
Commençons maintenant à traiter le cas particulier d'un solenoïde de longueur infinie. En observant cette figure, on peut constater que lorsque le solenoïde devient infini des deux côtés, alpha 1 tend vers la valeur 0, alors que alpha 2 tend vers la valeur P. Ce qui donne B pour un solenoïde de longueur infinie, n mu 0 i sur 2 cos 0 moins cos, des petites simplifications, et vous avez la valeur n mu 0 i. Je résume donc, le champ magnétique créé par un solenoïde de longueur infinie est donné par n mu 0 i suivant EZ. Et je précise que je suis toujours dans le cas d'un point M qui appartient à l'axe EZ. Parmi les questions qui se posent souvent dans les situations comportant des solenoïdes, c'est comment je vais procéder si le point M est placé à l'intérieur d'un solenoïde. Alors, pour répondre à ce problème-là, je dois tout d'abord déterminer l'intervalle de variation de alpha. En effet, dans cette situation, je peux définir les angles θ1 et θ2. Et je peux remarquer que pour un élément dz repéré par l'angle alpha, le alpha, il est limité par les angles θ1 comme limite inférieure et de l'autre côté par l'angle P moins θ2 comme limite supérieure. Je peux donc par la suite calculer l'expression de champ magnétique qui est égale à n mu 0 i sur 2 intégrale entre θ1 p moins θ2 sinus alpha d alpha. On va continuer le calcul d'intégrale et on obtient n mu 0 i sur 2 cosinus θ1 moins cosinus de p moins θ2. Vous pouvez remarquer par la suite que cosinus de p moins θ2, c'est moins cosinus de θ2, ce qui donne finalement que b dans cette situation peut s'écrire sous la forme 1 mu 0 i sur 2 cos θ1 plus cos θ2. Cette question va nous ramener en effet à étudier le cas particulier d'un point M qui est placé au milieu d'un solenoïde. En effet, lorsque M est placé au milieu, exactement au milieu de solenoïde, je peux dans cette situation dire que θ1 est égal à θ2, est égal à θ. Je peux donc écrire que le champ B créé au point M qui se trouve au milieu de solenoïde est égal à n mu 0 i cosinus θ. Un autre cas particulier que je peux traiter dans cette situation, c'est lorsque M, le point M coïncide avec le centre d'une face, c'est-à-dire lorsque M coïncide avec le centre O1 de la face gauche ou le centre O2 de la face droite. En effet, lorsque M coïncide avec la face O1, je peux dire dans cette situation que θ1 est égal à P sur 2. Et je peux, en remplaçant dans la relation précédente,
affirmer que le champ magnétique dans cette situation est égal à n mu 0 i sur 2 cosinus de θ2. Dans la situation où le point M coïncide avec le centre E2, le θ2 égale AP sur 2 et j'obtiens que B dans cette situation, c'est-à-dire B en O2, là c'est le B en O1, égale à n mu 0 i sur 2 cos de θ1. Alors, supposons maintenant qu'on se place toujours au point O1 et on cherche l'intensité du champ au centre de la face, mais de plus, le solénoïde il est très lent. On parle là d'un solénoïde demi-infini. Il est fini, il est délimité de ce côté-là par la face, mais il est infini de l'autre côté puisqu'il est physiquement très lent. Alors, dans cette situation, je peux dire que le θ2 tend vers 0 et donc l'expression de champ sur la face, au centre de la face gauche, tend vers la valeur n mu 0 i sur 2. Et vous voyez déjà qu'en effet, vous obtenez là la valeur de champ d'un solénoïde infini sur 2. C'est pour cela qu'on parle normalement d'un solénoïde demi-infini. Je voudrais juste vous signaler à la fin de cet exercice qu'un solénoïde est considéré dans la pratique comme infini lorsque sa longueur L est supérieure à 10 fois son rayon R. Je pense que c'est tout pour cet exercice. Merci et à la prochaine fois.